Bonjour Monsieur Alafé Wakili, c'est ça? Oui, bonjour Evenio. Vous êtes de passage à Paris Tout à fait. pour un événement, lequel? C'est la sortie de mon ouvrage, mon témoignage sur la crise ivoirienne qui paraît incessamment aux éditions L'Harmattan. Ce sera mon deuxième livre, le titre c'est Notre histoire avec Laurent Gbagbo. Votre histoire ou l'histoire de tout le peuple du Côte d'Ivoire? C'est l'histoire de tout le peuple du Côte d'Ivoire, peut-être de l'Afrique et du monde entier, avec Laurent Gbagbo. Et en tant qu'habitant et citoyen de Côte d'Ivoire, je suis dans cette histoire et parce que nous sommes concernés par tout ce qui concerne la Côte d'Ivoire, c'est aussi une histoire à nous tous. Donc elle n'est pas la mienne seule, elle est la vôtre, elle est celle des uns et des autres, elle est celle de tous ces acteurs qui ont participé à la crise que notre pays connaît depuis toutes ces années-là. Pourquoi votre histoire avec Laurent Gbagbo? Pourquoi? Notre histoire, pas moi mon histoire, notre histoire avec oui, notre Laurent histoire, Gbagbo, mais pourquoi? C'est d'abord un être vivant, un être vivant, donc on a peut-être une histoire avec chacun. Tout être vivant, ensuite... Donc ça peut être notre histoire avec le président Alassane Ouattara, ça peut être notre histoire avec Soro Guillaume, avec n'importe qui. Ensuite, il a été président et il est ancien président, donc il a occupé une position éminente et les actions qu'il a posées, les actes qu'il a posés ont été des actions et des actes qui ont eu de l'influence et de l'impact sur notre vie, que ce soit la mienne et sur celle de tous les Ivoiriens ou de tous les Africains. Donc il est important de témoigner de cela, de rendre témoignage de cette histoire, de ce parcours que nous avons eu chacun de nous avec lui. D'abord en tant qu'opposant, pendant de longues années face à Houphouët-Boigny, face à Bédié, à Guy Robert, et ensuite en tant que président pendant une dizaine d'années. Donc il a eu un parcours qu'il est important, de mon point de vue en tant que journaliste, en tant que témoin, pas acteur, au même titre que les politiques, qu'il est important de faire ressortir. Mais justement, à vous entendre, on a l'impression qu'on a affaire à un militant du Front populaire ivoirien qui a une histoire de longue date, avec un compagnon de lutte. C'est pour ça que je me suis gardé de dire mon histoire avec Laurent Gbagbo. C'est une autre histoire avec Laurent Gbagbo. Donc, on peut ne pas être militant du Front populaire ivoirien en tant qu'Africain, en tant qu'Ivoirien. Il est possible de dire sa part d'histoire, de raconter sa part d'histoire de Laurent Gbagbo. Comme vous le voyez, c'est notre histoire avec Laurent Gbagbo. D'autres l'ont déjà écrit, ils n'ont peut-être pas trouvé ce titre-là. On a vu ma part de vérité. On a vu ma part de vérité, on a vu Charles Onana qui a écrit. Il n'a pas eu envie de mettre ce titre-là, mais il a raconté sa part d'histoire. Laurent Gbagbo, il n'est pas ivoirien, il est camerounais, il est africain, mais il a raconté sa part d'histoire avec Laurent Gbagbo. Donc, chacun de nous peut avoir une part d'histoire, peut donner un regard. Ok, vous parlez de Charles Onana qui n'est pas ivoirien, qui est journaliste comme vous. Vous qui êtes journaliste ivoirien, justement, c'est quoi cette histoire-là avec Laurent Gbagbo? Cette histoire, c'est la crise, les crises que nous avons connues. Vous voyez, le sous-titre, c'est un regard sur les crises ivoiriennes depuis 15 ans, une quinzaine d'années. La période à peu près à laquelle je suis entré dans le journalisme, 94-95. Donc à partir de là, on a connu le coup d'État en 99, donc c'est 14-15 ans aujourd'hui. Donc il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et c'est une période à partir de laquelle j'ai connu un personnage important aussi dans cette crise et dans la vie politique ivoirienne qui s'appelle Ben Soumaoro. Donc je prends prétexte, ça aussi il faut le dire quand on lira l'ouvrage, de ma relation avec lui, de mon histoire avec lui pour raconter notre histoire avec Laurent Gbagbo. Donc voilà la trame de ce témoignage et la trame de ce récit-là qui n'est pas une analyse forcément personnelle, mais qui est aussi un compte rendu sur une longue période de certains événements qui se sont passés. On va revenir à votre ouvrage, et je le répète, notre histoire avec Laurent Gbagbo, regard sur 15 ans de crise en Côte d'Ivoire. On va vraiment en parler longuement, mais avant d'y arriver, vous, Alafé Wakili, tout à l'heure vous dites, je suis ivoirien, je suis journaliste, peu d'Ivoiriens, certainement, peu d'Ivoiriens vous connaissent comme ça. On s'est dit,
à l'affaire Ouakili, il y a eu à un moment donné un souci avec le régime de Laurent Gbagbo. Il a même fait la prison pour une nation douteuse. Finalement, vous vous êtes résigné à cela, vous avez oublié tout ce que Laurent Gbagbo a fait à l'époque? Oublier, non, on n'oublie pas, mais j'en parle justement. Pour la première fois, peut-être j'en parle, j'ai fait des interviews, j'ai expliqué un certain nombre de choses et j'ai écrit un premier livre dans lequel je n'avais pas abordé la question. J'aborde la question dans ce livre-là. Me résigner à quoi, non? Instant de vie, c'est ça, votre premier livre? Tout à fait. J'ai fait la prison, je fais 45 jours, mais j'en parle dans l'ouvrage, j'explique comment ça s'est passé. Et puis j'ai dit, on peut retenir deux choses. On peut retenir Laurent Gbagbo qui m'a mis en prison, mais aussi on peut retenir Laurent Gbagbo qui m'a gracié. Pourquoi voulez-vous que j'oublie un des deux? Donc c'est important les deux et je retiens les deux. Laurent Gbagbo avait quelque chose à voir avec votre emprisonnement à l'époque? Oui, un peu. Oui, un peu. J'en parle dans le livre et chacun pourra le lire et le constater. Oui, un peu. Parce que, bon, c'est une question. Il est chef de l'État. Pas que c'est lui qui m'a créé des problèmes. Il est chef de l'État, un problème se pose. On est dans un contexte particulier. Et puis, bon, vous dites qu'on ne me connaît pas. Bon, ça dépend. Mais il se trouve que je suis journaliste, je suis présent et je vais être président de l'UNJCI. Donc tous les journalistes de Côte d'Ivoire me connaissent, ceux qui sont... L'UNJCI, qui est l'Union nationale de Côte d'Ivoire. Les journalistes de maintenant, d'avant, les anciens, les doyens. Donc, vous savez, quand on est journaliste et qu'on est connu dans son milieu, on a la possibilité peut-être de se faire connaître par tous ceux qui comptent dans le pays. Bien sûr. Donc, j'avais une certaine notoriété. On dit, mais qui est cet homme qui est président des journalistes de Côte d'Ivoire? D'où vient-il? Où va-t-il? Que fait-il? Quels sont ses projets? Donc, il a pu être amené à regarder de près ces choses-là. Pourtant, votre média, l'Internet d'Abidjan, je le répète, existe bien longtemps. Mais bien sûr, il existe depuis maintenant 10 ans. Nous nous apprêtons à célébrer dans quelques mois le 10e anniversaire. Oui. Il existe depuis bien longtemps et il existait déjà il y avait 5 ans lorsque les événements me concernant se sont passés. Et aussi, avant cela, j'ai travaillé aussi avec un média qui a été très connu. J'ai d'abord travaillé avec Yao Noël, au Réveil Hebdo à la Nouvelle Rubrique, j'en parle dans le livre. Et aussi, j'ai travaillé dans le national avec Tapé Koulou. Et à son âme. Et à son âme, on ne peut pas dire qu'on ne connaît pas Tapé Koulou en Côte d'Ivoire. On ne peut pas dire qu'on ne connaît pas le national en Côte d'Ivoire. Et moi, j'étais le numéro 2 de le national. Donc, je pense que peut-être tout le monde ne me connaît pas, mais on peut dire quand même, je suis connu. C'est un peu paradoxal votre histoire. Laurent Gbagbo, chef de l'État, on va dire sous sa gouvernance, vous êtes emprisonné pour une nation douteuse. Certainement, vous allez lui pardonner. Et dans ce prochain livre qui va sortir très bientôt, je le rappelle aux téléspectateurs d'Evening TV, vous l'avez préfacé par deux ministres, en tout cas par deux personnalités, et non les moindres. D'abord, Mamadou Koulibaly et Cissé Bakongo. Et pour l'histoire, je le rappelle, parce que le livre il est très intéressant, j'ai eu à le parcourir un peu encore en manuscrit, mais Mamadou Koulibaly dit ceci en préface. Les crises survenues au cours de la dernière décennie en Côte d'Ivoire sont du fait des hommes politiques qui n'auraient pas eu le courage de les gérer parce qu'ils penseraient qu'à leurs petits intérêts personnels à court terme. Plus loin, aujourd'hui, notre terre de l'Urnie est toujours malade. Elle souffre des mêmes maux. Il conclut, nous connaissons ces maux et savons où ils peuvent nous mener. Mamadou Koulibaly, un membre influent du FPI, qui préfère votre livre et qui parle ainsi. Il parle non seulement au passé, mais il parle au présent. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette assertion d'abord dans un premier temps? Il était membre influent du FPI. D'accord. Donc il parle actuellement, donc il n'a plus la qualité de membre du FPI, n'est-ce pas? D'accord. Donc d'abord je dirais qu'un préfacier, c'est peut-être lui qui doit endosser moi mes propos. Donc il a lu, et c'est en fonction de ce qu'il a lu qu'il fait cette remarque. Je pense que on a vu où ça nous a conduit, hein. Ça nous a conduit à 3000 morts, dit-on, ça nous conduit encore à des violences, à des morts, ça nous conduit à la quête de la réconciliation. 3000 morts qui est un nombre qui n'est pas exhaustif, puisque 3000 morts, c'est les médias qui les avancent. Il y en a eu avant, il y en a eu après. Pourtant, la CPI, la Cour pénale internationale, accuse Laurent Gbagbo
d'avoir tué 166 personnes en Côte d'Ivoire. Les 3000 morts, je pense que c'est de la polémique entretenue par les médias. Vous êtes journaliste, vous savez de quoi je parle. Il y en a eu avant, D'accord. il y en a eu, dit-on 3000 morts, il y en a eu même après. Il y a toujours des morts. Voici où ça nous a conduit, voici où ça nous conduit toujours. Et aujourd'hui, nous sommes dans une quête de la réconciliation. Il y a eu des destins individuels contrariés, il y a eu des vies brisées, il y a eu beaucoup de choses. Il y a aussi les blessés, il y a les carrières brisées, il y a les ambitions détruites, il y a les exilés, il y a les malades, il y a les déplacés de guerre. Et voilà où ça nous a conduit, toutes ces conséquences. Donc c'est ce constat-là qu'il fait. Il dit nous savons où ça nous a conduit, c'est le bilan. Et puis, c'est la faute à qui? À Laurent Gbagbo? Notre histoire avec Laurent Gbagbo, on le lira, on verra. Si ça dit que c'est la faute à Laurent Gbagbo seul, non. C'est la faute un peu à nous tous. C'est vrai que c'est trop facile hein, de dire c'est la faute à nous tous. C'est une manière de dire c'est la faute à personne. Mais il est clair que cette crise-là n'est pas du fait d'une seule personne, d'un seul individu. Et peut-être le drame serait de croire que c'est la faute à un seul individu, qu'il soit d'un côté Laurent Gbagbo et de l'autre Alassane Ouattara, parce qu'en le disant, on ne trouvera pas les meilleures solutions. Puisque le même mot existe encore, comme le dit même Mamadou Koubé lui-même. Bien sûr, donc en le disant, on ne trouvera pas les meilleures solutions. Et c'est en cela que mon témoignage est important, parce qu'il permet de revenir sur un certain nombre de choses et de voir comment peut-être avec un peu plus de modération et des mesures, on aurait pu appréhender cette affaire pour éviter d'aller si loin, ou d'aller aussi loin que nous sommes allés. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de l'objectivité d'un journaliste aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Vous pensez que vous pouvez être plus objectif que les autres médias, que France 24, que RFI, que les autres médias occidentaux aujourd'hui en Côte d'Ivoire? C'est possible, mais moi je vous dis qu'il y a deux obstacles. Le premier obstacle, c'est les journalistes eux-mêmes. Ensuite, c'est les politiques. Mais un troisième obstacle, c'est le peuple, c'est la population. Souvent, on se demande qu'est-ce que le peuple veut. Mais moi, je pense que les journalistes doivent redéfinir leur vocation. Les politiques doivent examiner leurs relations avec les journalistes. Et enfin, le peuple doit, à mon avis, considérer un journaliste comme un médecin. Quand tu es malade, quand une femme est enceinte, est-ce qu'elle peut aller à l'hôpital pour dire non, ce médecin-là, il est FP, il est pro-Gbagbo, je ne me fais pas examiner par lui. Maintenant, quand tu pars au scanner, tu es enceinte. Si c'est un garçon, est-ce que parce que le médecin est pro-Ouattara, il va te dire c'est une fille? Si c'est des jumeaux, est-ce que parce que le médecin est pro-Gbagbo, il va te dire c'est des triplets? Il y a des vérités qui existent. Pourquoi un journaliste ne peut pas être un médecin? Pourquoi un journaliste ne peut pas être un policier? Le fait est vert, il te dit c'est vert. Mais pourquoi c'est impossible en Côte d'Ivoire? Mais voilà le problème. Si on parle de cette base, si le citoyen admet que un journaliste peut être comme un médecin, il y a des réalités de base. Et ce médecin-là, quand il quitte l'hôpital, chez lui à la maison, il est LMP. Il peut voter Gbagbo, il peut faire un meeting pour dire qu'il aime Gbagbo, mais quand il va à l'hôpital, il n'y a pas radiographie LMP, il n'y a pas radiographie RHDP. Mais c'est comme ça que le journaliste doit être. Il se considère comme un médecin. Il est en mission dans le cadre de sa profession. Le journaliste peut aimer Laurent Gbagbo, il peut aimer Alassane Ouattara, il peut aimer Henri Konan Bédié. Mais quand il s'agit de rapporter les faits, il n'y a pas un fait bleu et il n'y a pas un fait vert selon ses convictions politiques. Justement, je vous promote parce que l'une des vocations du journalisme, c'est d'abord non seulement d'informer, mais aussi de former l'opinion, former le peuple. Est-ce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, est-ce qu'aujourd'hui les journalistes forment réellement le peuple? Les journalistes ne forment pas le peuple, c'est ce que je déplore. Mais les politiques ne veulent pas que le peuple soit informé, formé. Et le peuple lui-même, il n'en veut pas. Parce que ceux qui essaient de s'écarter de cette vision fanatique du journalisme, ceux qui essaient de faire du journalisme, qui refusent de faire du journalisme boutique, comme on a les cliniques boutiques, les médecins bidons, ceux qui refusent d'être des journalistes bidons, bon, ils n'ont plus pignon sur la rue. Moi, je vous donne mes exemples. J'ai été au National. Le National a marché. Mais tout le monde disait qu'on faisait n'importe quoi, mais ça marchait.
Aujourd'hui, quand je vois des classements des journaux, ça me fait rire. On dit tel journal est premier, tel est dernier. Mais National était premier avant. Est-ce que c'est parce que c'était un bon journal, forcément? Est-ce que c'est parce que c'était un journal de qualité? Nous avons été pendant 3 ans le meilleur journal le plus vendu de Côte d'Ivoire. Mais faisons le bilan aujourd'hui. Pourquoi on ne tire pas les leçons de ça? Pourquoi nous, nos erreurs, des gens aujourd'hui réclament le droit de commettre les mêmes erreurs? Nous, on a commis des erreurs, on a marché, on a eu de la notoriété, on a commis ces erreurs. Moi, j'en tire les leçons à titre personnel. À vous entendre parler, moi j'ai le sourire, puisque là vous parlez du national qui n'existe plus, là vous êtes au quotidien, l'Internet d'Abidjan, on vous a aussi suivi pendant toute cette crise post-électorale, pendant le premier tour, en tout cas, votre quotidien était le mieux vu. Et brusquement, au deuxième tour, on a vu, vous avez pris position pour l'autre camp, pour ne pas dire pour le camp du RHDP. Est-ce que là, quand vous parlez du national, est-ce que vous-même, est-ce que vous avez réellement retenu les leçons du national? C'est-à-dire que pour juger un journal, il faut le juger tous les jours. Qu'est-ce que je constate? Des gens prennent un exemplaire suissant de l'intelligence et le jugent. Ce n'est pas juste comme jugement. Quand vous dites pendant la crise post-électorale, j'ai radicalement, subitement changé de camp, c'est faux. Vous reconnaissez vous-même qu'au premier tour, on a été correct. Bien sûr. Donc, si on a été correct au premier tour, faites l'effort d'avoir suivi notre journal durant tout le second tour de la campagne. Et puis, à partir du 4 décembre, suivez-le, montrez-nous que vous l'avez suivi et donnez-nous un seul exemple entre le 4 décembre et le 11 avril d'une position radicale subite contre Laurent Gbagbo. Ça n'existe pas. Moi, je vous le dis, en tant que citoyen, je peux avoir estimé, je l'ai estimé, que l'addition des voix du RD et du PDCI, l'appel du président Bidjan en faveur de Ouattara a produit des effets et que Ouattara a gagné. Ça, c'est ma position de citoyen. Mais vous remarquerez que de cette période, du 4 décembre jusqu'au 11 avril, je n'ai pas eu une position militante dans mon journal vis-à-vis de ça. Prenez les archives. C'est pour ça que quand les gens parlent, je veux qu'ils m'apportent des éléments. J'ai été l'un des journaux les moins virulents. D'ailleurs, mes amis du Golfe pensaient que j'avais des tentacules et des connexions au sein du pouvoir Gbagbo. Quand mes amis du camp Gbagbo estimaient que je ne les défendais pas assez. Mais en réalité, c'était lié à ma vision. Vous avez des amis au Golfe, vous avez des amis au palais présidentiel, vous avez des amis partout. Tout comme, vous voyez, les amis, c'est comme des frères. On pouvait avoir des frères FPI, LMP. Tout comme on a un frère qui peut même être jumeau, qui peut être PDCI. On a vu M. Diagou, PDCI, patron de banque. Son frère, Diagou, père à son âme, était FPI maire de Cocody. C'est pas un crime, c'est pas une faute. Donc, que j'ai des amis au Golfe, si on considère qu'un ami, c'est même moins fort qu'un frère. Il y en a même dont les époux sont PDCI et puis la femme, l'épouse, elle est FPI. Ça existe à Abidjan. Les deux ont vécu dans la même maison. Moi, j'en connais. On va encore revenir au livre, mais avant de revenir rapidement, il y a une dernière polémique. On a constaté que dès lors que le ministre Charles Kofi Dibi a fait allégeance au nouveau président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, l'Internet d'Abidjan aussi a fait allégeance. Et cela confirme le fait que vous serez financé par Charles Kofi Dibi. Ça vous fait rire? Non, ça me fait rire. Non, vous savez, il y a un monsieur fort en thème à Abidjan qui appelle l'intelligence d'Abidjan Dibi Matin. Qui dit que c'est original. Non, pas du tout. Notre positionnement n'a pas été dicté par l'attitude de Charles Dibi Kofi. Pourquoi vous ne voulez pas penser le contraire? Que, par exemple, c'est notre réserve qui a fait que Charles Dibi Kofi a suivi Ouattara. Est-ce que moi, j'ai l'âme d'un suiveur? Au lieu peut-être de penser que le ministre Charles Dibi Kofi, c'est nous qui avons suivi le ministre Charles Dibi Kofi, vous pourrez peut-être penser que quand il a vu que peut-être l'intelligence n'était pas à 100% dans l'histoire de Gbagbo Laurent, c'est lui qui a compris que c'était un baromètre. Si ce journal-là estime que l'histoire n'est pas trop claire, ça veut dire que ça ne peut pas marcher. Donc, je n'ai pas l'âme d'un suiveur, j'ai passé cette étape-là, non. Il était citoyen libre qui a examiné quelque chose, un environnement, et qui avait ses arguments, lui qui a fait son choix. Et nous aussi, on a observé l'environnement, et voilà, c'est ce qui s'est passé. On revient maintenant au livre.
Notre histoire avec Laurent Gbagbo regarde sur 15 ans les crises en Côte d'Ivoire. Gbagbo, ça vend maintenant, ça vend, ça nourrit son homme, Laurent Gbagbo. Il ne s'agit pas de Même ça. les 4G, vous faites des casquettes Gbagbo Laurent, des livres Gbagbo Laurent, des esprits Gbagbo Laurent, ça vend. Non, moi, c'est pas cette préoccupation qui est la mienne. Vous savez, effectivement, Gbagbo par-ci, Gbagbo par-là, à un moment donné, l'intelligence d'Abidjan même avait écrit, avait fait une et écrit des articles il y a environ quelques mois où on a dit que Gbagbo gouverne toujours la Côte d'Ivoire. Ouais. Ça n'a pas plu à certaines personnes, mais on a dit, écoutez... Vous avez ce sentiment-là, vous, en tant que journaliste aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Oui, on a l'impression que Gbagbo gouverne toujours la Côte d'Ivoire parce que quand des enseignants veulent faire grève, on dit non, c'est Gbagbo. Des médecins, on dit soit ils sont pour Gbagbo, on dit non, leur promesse a été créée par Gbagbo qui a fait des promesses inconsidérées. On n'a pas carburant, on peut dire c'est Gbagbo. On n'a pas électricité, on dit c'est Gbagbo. Il n'y a pas ceci, on dit oui, c'est parce qu'il y a eu la crise. Il n'est pas là, ça fait 2 ans. C'est terminé. On devrait, comme quelqu'un l'a dit, ces jours-ci, il semble qu'un leader politique, un membre du gouvernement a dit que Gbagbo c'est fini. Donc Gbagbo c'est fini, ça se constate, ça ne se dit pas. Donc Gbagbo, si Gbagbo c'est fini, ça se constate, ça ne se dit pas. Si quelqu'un vient dire que Gbagbo c'est fini, ça veut dire qu'il n'en est pas convaincu, peut-être lui-même. Donc moi je n'aime pas dans cette logique. Donc la réponse à cette interrogation, pour ne pas à cette préoccupation, c'est de dire Gbagbo c'est pas fini, d'où un livre sur Gbagbo. Non. Notre histoire avec Gbagbo, on dit que Gbagbo n'est pas fini. Du contexte général par rapport à ce que vous avez dit, pour moi, Gbagbo n'est plus président de la République. Celui dont on devrait parler tous les jours, c'est Alassane Ouattara. Pourtant, vous continuez de parler de Laurent Gbagbo, vous? Non, moi je fais un témoignage. Je fais un témoignage qui prend en compte plusieurs acteurs. Et la plupart de ces acteurs sont toujours présents en Côte d'Ivoire. Même si Gbagbo n'était pas présent en Côte d'Ivoire, c'est un ancien président. Même si Gbagbo était présent en Côte d'Ivoire, c'est un ancien président. J'aurais pu choisir par exemple ce titre, le même titre. C'est un ancien président. Il y a des gens qui écrivent sur Henri Konan Bédieu qui est un ancien président. Il y en a qui écrivent sur Alassane Ouattara quand il était ancien Premier ministre. Tout le monde écrivait sur lui, on parlait de lui. Donc on peut écrire aussi sur Guillaume Soro. Donc, vous êtes en train de nous dire qu'il y a plus de choses qui vous ont lié avec le président Laurent Gbagbo qu'avec l'actuel président Alassane Ouattara. Non, c'est un regard. Vous savez, un titre, vous êtes dans la presse. C'est vrai qu'on peut choisir un titre pour accrocher les gens, mais il y a aussi le contexte, l'environnement, il y a le contenu. Vous aurez l'occasion de lire et de voir. D'ailleurs, je vous dis que ce titre-là participe d'une trilogie parce que déjà, j'ai déposé des titres pour écrire notre histoire avec Henri Konan Bédié, qui est aussi ancien président comme Laurent Gbagbo, et puis notre histoire avec Alassane Ouattara, lorsqu'il sera à son moment devenu ancien président. Donc vous voyez bien que si je devrais répondre à un procès, demain on me dira mais pourquoi tu écris notre histoire avec Henri Konan Bédié? Oui, j'ai eu aussi à ma façon une histoire avec Henri Konan Bédié. Moi, vous aussi, nous tous avons eu une histoire parce qu'il a été président pendant des années et avant d'être président, il a été président de l'Assemblée nationale, il a été ministre, donc il a participé à un grand moment de l'histoire de notre pays et d'ailleurs il continue de peser. Donc on a eu une histoire avec Henri Konan Bédié, tout comme nous sommes en train d'avoir une histoire avec Alassane Ouattara, quand il est aujourd'hui président, mais il a été déjà Premier ministre. Et après avoir été Premier ministre, il a pesé à travers son parti sur notre histoire à nous tous. Donc je prépare les tomes 2 et tome 3 en fonction de l'accueil qui sera réservé. On va encore insister sur le livre, Notre histoire avec Laurent Gbagbo, regard sur 15 ans de crise en Côte d'Ivoire. Pour vous, la crise c'est fini, c'est terminé? Non, la crise n'est pas terminée. La crise n'est pas terminée. Et c'est comme en 2000, l'élection n'a pas mis fin à la crise. Et Laurent Gbagbo, optimiste, disait les vraies élections c'est en 2005. On a attendu 2010 pour faire en guillemets les vraies élections qui devaient mettre fin à la crise. Et vous voyez, la crise n'a pas pris fin. Aujourd'hui, on a la possibilité de finir la crise. On a la possibilité. Mais il y a un risque que nous n'ayons pas tiré les leçons de tout ce qui s'est passé et qu'on entre dans une nouvelle crise. Je le dis de façon froide, en ne le souhaitant pas,
Vous savez, même Alpha Blondy l'a dit dans son dernier disque, je ne le souhaite pas, je souhaite que nous ayons terminé. Mais je suis un peu inquiet. Je vous assure qu'elle n'est pas terminée la crise parce qu'il y a encore des positions extrêmes et radicales de part et d'autre. Radical, dans le même livre, vous rapportez quelque part que ce qui nous rapproche aujourd'hui en Côte d'Ivoire, entre les Ivoiriens, entre les fils et filles de la Côte d'Ivoire, sont plus que ce qui devrait nous diviser. Oui. C'est beau ça. Oui, non, c'est beau, mais c'est ce qui devrait, mais c'est réel, parce que qu'est-ce qui nous rapproche? C'est la Côte d'Ivoire, c'est nos villages, c'est les ressources du pays. Et puis l'ambition, c'est aussi, bon, de plus en plus aujourd'hui, les éléphants. C'est la terre qui nous rapproche. Donc, malgré la crise, avez-vous vu aujourd'hui quelqu'un dit, je suis plus ivoirien, je deviens français, ou bien je deviens français, je m'en fous de la Côte d'Ivoire, je deviens ghanéen, je déchire mon passeport ivoirien. Combien d'Ivoiriens avez-vous vu faire ça? Peut-être 1 sur 1000. C'est lui qui dit que ce qui nous rapproche est plus fort que ce qui nous divise. Donc, puisqu'on sait ça, pourquoi on ne s'entend pas sur l'essentiel? Pourquoi chacun est chaud pour aller jusqu'au bout de ses palabres? Qui bloque? Le bloquer à quel niveau? De part et d'autre. Babou Lorraine, là, ces pays, De part et d'autre. le président Ouattara gouverne en Côte d'Ivoire, vous êtes journaliste, vous faites votre travail, mais en même temps aussi, vous avez aussi cette responsabilité de conscientiser, de former, d'informer. Aujourd'hui, qui bloque ce processus-là? Vous savez, Laurent Gbagbo, quand il était au pouvoir, a dit la paix dans un pays dépend plus de l'opposition. Mais ce n'est pas tout à fait exact. Et il a donné son exemple. Il a dit, face au feu, il n'a pas pris les armes. Et il y a eu la paix. Il y a eu peut-être des tensions, il y a eu la paix. Et après, les autres ont pris des armes contre Bédié et puis les gens sont venus le déstabiliser. Donc, il pointait la responsabilité de l'opposition. Et il a fait dans son parcours en se mettant dans une position de devenu homme d'État. Mais quand on regarde ça aujourd'hui, on peut dire peut-être sur ce plan, il n'a pas tout à fait raison. Parce qu'aujourd'hui, ceux peut-être à mon avis qui ont la possibilité de faire plus d'efforts pour que la paix aille plus vite, c'est les gouvernants. Et je veux dire aujourd'hui, j'attends plus du président Alassane Ouattara. Et en même temps, je dis que ça devrait dire que hier aussi, quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, il a fait des efforts, oui, pour la paix. Il y a eu l'accord de Ouaga, il y a eu Pretoria, il y a eu des concessions. Mais peut-être l'effort ultime, il ne l'a pas fait, estimant peut-être à un moment donné qu'il en avait trop fait. Il n'a peut-être pas pu poser le geste ultime. Et sans doute aussi cela, si je m'en tiens à mon regard qui pour moi fait que c'est celui qui est au pouvoir, c'est ceux qui sont au pouvoir qui détiennent plus de cartes pour la paix. Vous êtes carrément en contact avec votre, on va dire celui qui vous a préfacé, Mamadou Koulibaly, lui dit que les mots aujourd'hui, en tout cas de la Côte d'Ivoire, viennent du fait que les politiques n'ont pas eu le courage de gérer, en tout cas, ces crises-là. Et il dit aussi que ces politiques ont pensé qu'à leurs petits intérêts personnels. Il n'y a pas de contradiction. Ça veut dire quoi? Gbagbo a pensé à ses intérêts personnels, aujourd'hui Ouattara aussi pense aussi à ses intérêts personnels, c'est ça? Je n'ai pas de contradiction. Quand je parle de responsabilité, ça veut dire qu'il en faut davantage. Et quand il y a cette absence de responsabilité, il ne s'agit pas d'un intérêt personnel ou particulier. Parce que même un CMDG ou un CMD, il a suffisamment de moyens matériels. Donc, on ne devient pas, par exemple, ses intérêts matériels et personnels. C'est peut-être pour un temps, pour une partie de la population. Et voilà, donc quand il dit intérêt personnel, c'est peut-être intérêt d'un clan, intérêt d'un groupe. Et moi, ma théorie, elle est faite. Vous savez, on ne peut pas faire l'unanimité. Mais moi, je dis toujours à mes interlocuteurs que ce fut du temps de Laurent Gbagbo, ce soit du temps aujourd'hui du président Ouattara, que sur 22 millions d'Ivoiriens ou d'habitants, s'il y a un seul Ivoirien qui est mécontent, sur les 22 millions, le président doit estimer que c'est un échec pour lui. Voilà. Donc, un opposant, c'est normal qu'il s'oppose. Hier, Laurent Gbagbo devait être convaincu, pénétré de l'idée que
sur 22 millions d'Ivoiriens, s'il y a un seul qui est mécontent, c'est que j'ai échoué. C'est vrai que l'unanimité n'existe pas. C'est vrai que même Dieu ne le fait pas lui-même. Mais en tant que chef de l'État, en tant que président de la République, je dispose de tellement d'opportunités pour rendre les gens heureux ou malheureux qu'il me revient d'utiliser ces ressources et ces moyens pour faire le moins de mécontents et de frustrés possible. Donc aujourd'hui, j'estime que le président Alassane Ouattara doit être dans le même état d'esprit et se dire que si le RD est content, c'est bien. Si le PC est content, c'est peut-être bien et mieux, mais ce serait intéressant aussi que le FPI soit content et qu'ensemble on se retrouve pour gouverner le pays dans la paix sans éteindre, sans effacer les oppositions. Parce que la politique, c'est comme les goûts et les couleurs. On ne peut pas aimer les mêmes femmes, on ne peut pas apprécier les mêmes maisons, les mêmes véhicules. C'est pour ça qu'il y a toutes les marques de véhicules. Il y en a qui aiment les Mercedes, il y en a qui aiment les BMW, d'autres aiment les Peugeot. Et quand on voyage, bon, chacun choisit sa destination. Donc, c'est normal qu'il y ait des divergences et qu'il y ait des partis politiques, mais ce n'est pas une raison suffisante pour se faire du mal, pour se blesser, pour se créer des difficultés, à mettre les gens en prison, se tuer. Et puis bon, ce n'est pas une raison suffisante pour se maudire que d'être dans l'opposition et que d'avoir des partis politiques différents et des convictions différentes. Ce sont sur ces mots d'espoir, en tout cas, qui appellent à la réconciliation, à la cohésion sociale, en tout cas en Côte d'Ivoire, un pays qui vit ce mal-là, qui est expliqué dans ce prochain ouvrage de Alafé Wakili, je le rappelle, notre histoire avec Laurent Gbagbo, regard sur 15 ans de crise en Côte d'Ivoire. La chose, c'est pour quand déjà? La sortie, nous sommes... heureusement, nous avons passé le 1er avril et le poisson d'avril. Voilà, c'est que nous avons dû reprendre un certain nombre de choses. Il y a eu des difficultés techniques. Donc, il faut retenir que la sortie sera pour jeudi 4 avril. Et il y aura une cérémonie de dédicace le vendredi 5 avril. Nous donnerons des détails sur la manière d'organiser tous ces événements-là et sur les opportunités de promotion qui vont s'offrir pour le livre. Après la dédicace, la première à Paris, nous ferons une grande cérémonie de dédicace à Abidjan. Nous reviendrons à Paris et nous sommes prêts à aller partout, à Accra, à Cotonou, à Lomé, à Ouaga, auprès de ceux qui achèteront l'ouvrage, qui le liront, qui souhaiteraient nous rencontrer pour échanger là-dessus. Alafé Wakili, patron de presse, journaliste, maintenant écrivain, beaucoup de casquettes. C'est du boulot ça? Oui, écrivain et puis deuxième ouvrage, c'est du boulot, mais vous savez, tout se rejoint et puis je suis aussi à mes heures perdues, consultant. Vous savez, quand on fait ce métier, moi je le fais depuis bientôt une vingtaine d'années, on développe une expertise, une compétence. Vous avez aussi comment dirais-je, une fondation, CPDA? Oui, une fondation pour participer aussi à la FOPADIA, FOPADIA, la société civile, à l'activisme au niveau de la promotion du dialogue, de la paix et puis de la démocratie. C'est votre façon de laisser des traces, comme l'a dit le président Laurent Gbagbo, voilà, c'était la fin dernière. Oui, ou vous enrichissez, c'est pas l'un ou l'autre. Non, travailler honnêtement, bâtir quelque chose et puis laisser des traces. Vous savez, je dis toujours, s'il s'agissait de s'enrichir, honnêtement, ceux qui ont choisi certaines voies, à gauche comme à droite, pour s'enrichir rapidement, ils ne sont pas plus intelligents que nous. S'il s'agissait de s'enrichir uniquement, moi je pense que si je m'engage quelque part, je connais le chemin pour s'enrichir rapidement et facilement en Côte d'Ivoire. Je n'emprunte pas totalement ce chemin-là. Je ne suis pas prêt pour ça pour l'instant. La production intellectuelle. La production intellectuelle, une manière de contribuer à cette information, mais surtout à la formation du peuple. Je dis que les choses peuvent être différentes et j'ai voyagé. Je suis aujourd'hui à Paris avec vous. Nous avons eu l'opportunité d'aller en Chine, d'aller en Indonésie, de partir au Pakistan, de voir d'autres pays d'Afrique. On se dit, mais on se pose toujours la question, quel est le problème de l'Afrique? Parce qu'au-delà de la Côte d'Ivoire, vous voyez, c'est tout le continent
qui est en retard, qui a un problème. Pourtant, on nous dit le berceau de l'humanité. Et pourtant, vous voyez, c'est en Afrique. L'Afrique du Sud est développée. Pourquoi? Est-ce parce que les Blancs y ont travaillé avant les Noirs? Il y a un problème. On se pose la question. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous devons continuer à dire que ce n'est pas nous, c'est les Blancs, c'est la colonisation, alors que nous assumons cette colonisation par ailleurs? Ah oui, il y a un autre débat qu'on fera, on aura l'occasion de le faire. Nos souverainistes africains, nos africanistes, qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont contre la France. Ils demandent la fin de la France-Afrique. Et puis, pourtant, ils sont souverainistes, mais ils sont nationalistes. Pas africains, mais au niveau de leur petit pays. Mais en réalité, c'est quoi la Côte d'Ivoire si ce n'est pas une création coloniale? C'est quoi le Burkina? Tu ne peux pas dire que tu es anti-France africain, tu ne peux pas dire que tu es souverainiste africain lorsque tu assumes ton identité ivoirienne et burkinabé qui a été créée par l'Occident. C'est-à-dire tu veux lutter avec eux, avec ton identité. Ils nous ont morcelés, ils nous ont parcellés, ils nous ont émiettés. On n'a pas encore refait notre unité, on n'est pas encore dans un groupe et on veut les combattre avec une identité qui n'était pas la nôtre. D'abord, on parle le français, qui est leur langue, on parle l'anglais, qui n'est pas notre langue. Et en plus, notre identité nationale, là, notre passeport, Burkina, Mali, Togo, c'est eux qui ont façonné ça à Berlin. Quel combat on peut gagner avec ça? Voilà les contradictions à soulever. Voici les problèmes de l'Afrique sur lesquels nous devons nous pencher. Et sur lesquels l'Internet là bien se penche tous les jours. Oui. Un quotidien qui, en tout cas, qui est très apprécié. Aujourd'hui, quelle est la position réelle de ce quotidien? Parce que beaucoup de polémiques, vous êtes à gauche, vous êtes rouge, vous êtes vert, vous êtes bleu, vous êtes où exactement? Le quotidien, l'Internet d'Abidjan. Dans le quotidien, l'Internet d'Abidjan, nous aurons 10 ans bientôt. Vous voyez, on nous a classés dans beaucoup d'endroits, justement. Vous êtes témoin de ce parcours dont vous avez été acteur. On démarre en 2003, avec l'expérience que j'ai acquise. Il y a eu deux patrons, il y a Noël et Tapé-Koulou. Il y a l'un qui a été très pro-Bédié, il y a l'autre personnage Tapé-Koulou qui a été pro-Gbagbo, qui a défendu la légalité républicaine. Une légalité républicaine qui s'adaptait à tout. Peut-être qu'il se sera adapté aujourd'hui à Ouattara. Voyez-vous? Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui disent ah, c'est la légalité républicaine. Peu importe qui est devant, c'est la légalité républicaine, il s'allie à tout ce qui arrive. Donc, moi j'ai fait ces expériences, la presse de soutien ou la presse d'opposition systématique, j'estimais à un moment donné que ce n'était pas viable. J'en suis sorti. En 2003, lorsque la crise a commencé en 2002, nous on a été créé en 2003. Et au départ, on m'a pris pour un journal pro-Bani. Ensuite, pro-IB. Les forces nouvelles estimaient que j'étais contre pro-IB. Et après, le RHDP a dit non, j'étais pro-Gbagbo. Parce qu'il y avait une sorte de pacte entre Ben Soumaoro et moi. Il ne parlait que dans l'intelligence. À l'époque, tous les journaux bleus réclamaient ses interviews, il refusait. Quand il avait quelque chose à dire, il le faisait à moi. Pour le meilleur, pour le pire. Parce que vous le connaissez, il est indécent. Il ne porte pas de gants pour dire ce qu'il veut dire. Donc à l'époque, le RDR, sur cette base, a dit je suis un journal anti-Ouattara. Et que j'étais anti-RHDP. Nous avons peut-être passé des articles critiques contre aussi Bédié. Donc les gens estimaient qu'on était pro-Gbagbo. Mais dans la même période, vous êtes bien placé pour savoir qu'on n'était pas toujours les bienvenus à la table de certains dirigeants du FPI. Donc, ça a toujours été ça l'intelligence. Et c'est la même chose aujourd'hui. On peut dire que oui, je suis pro-Ouattara, je suis RHDP et que mes amis sont au pouvoir et que bon, tout serait beau pour moi. Mais selon vous, pourquoi l'intelligence n'est pas dans certains excès? Vous voyez bien que nous ne sommes pas dans certains excès dans l'appréciation de l'actualité sociopolitique en Côte d'Ivoire. Et en plus, nous avons des mécontentements qui nous sont exprimés souvent par les nouveaux dirigeants. Sauf qu'on ne nous a jamais fermé. Là, on ferme tous les journaux bleus en ce moment. On n'avait jamais été fermé, en tout cas, durant ces 3 dernières années, deux dernières années. Je n'ai pas été fermé non plus. On pourrait donc dire que, alors que les autres étaient fermés, si je ne suis pas fermé, c'est parce que je suis pro-Gbagbo. Alors que vous pouvez bien attester de ce que je ne suis pas tout à fait pro-Gbagbo. Pas vraiment. Et d'ailleurs, il y a eu un exemple important en 2004.
En 2004, pour donner un exemple de notre crédibilité, lorsqu'il y a eu les événements de novembre 2004, avec les Français, tout, nous étions l'un des rares journaux qui n'était pas pro-Gbagbo, affiché, revendiqué, qui était paru. Et pendant que nous on paraissait, en 2004, à cette période, nous étions en train de mener une campagne pour que les journaux RHDP reviennent sur le marché. Et nous disions, nous ne les oublions pas et que ce n'est pas juste qu'une partie de la presse ne paraisse pas. Donc nous l'avons fait. Et ça a été fait de la même manière. Nous continuons à avoir cette éthique-là qui n'est pas perçue par tout le monde. Mais il y a ce fond-là, il y a cette éthique que nous avons en nous et que nous voulons que les gens nous reconnaissent. Nous sommes prêts à faire ce débat sur notre indépendance qui est relative et n'est pas absolue. Vous savez, n'est pas absolue. Et moi, je suis contre les extrêmes. Les extrémistes du RHDP, tout comme les extrémistes du camp LMP. Les extrêmes ne nous amènent à rien. Les extrémistes ne sont pas de bons amis en politique. On peut être ferme sur ses convictions, on peut avoir de la rigueur, on peut avoir de la fermeté, mais on n'est pas obligé d'être radical, d'être extrémiste. Vous savez ce que moi je prends des extrémistes? Pour moi, les extrémistes sont les meilleurs alliés des adversaires politiques. C'est-à-dire, pour moi, un extrémiste du camp Ouattara est un allié de Laurent Gbagbo parce que sous prétexte d'aimer Ouattara et de créer les conditions pour qu'il reste au pouvoir, en réalité, il travaille pour le camp Gbagbo. Et souvent, je me demande si les extrémistes ne sont pas payés par des esprits malins à travers l'adversaire de l'autre camp qui avance masqué pour dire, attends, tu sais ce que tu as fait quand vous êtes en réunion, il faut dire, on n'a qu'à tuer tant, il faut dire, on n'a qu'à assassiner tant. C'est de la même manière, pendant toutes ces périodes, quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, je me disais, mais quand j'entendais certaines positions, est-ce que celui-là, il aime vraiment Laurent Gbagbo? Quelquefois, on se demande si certains aiment vraiment Alassane Ouattara à travers certaines positions. Et c'est la même façon qu'on peut continuer à se poser ces questions autour aussi de Laurent Gbagbo, malgré la perte du pouvoir, son éloignement du pays et le sort qui est le sien aujourd'hui. Donc, notre histoire avec Laurent Gbagbo et aussi l'intelligence d'Abidjan sont, après Instant de vie et tout ce que nous faisons à travers la FOPADIA ou autre chose, sont des instruments, des moyens pour nous d'inviter les Ivoiriens et au-delà les Africains à ce regard un peu mesuré et moins passionné sur la réalité de notre pays et de notre continent et des relations entre les pays dans le monde. Mettre un peu d'eau dans notre vin, c'est ce que voulait dire Alafé Ouakili. Le livre Notre histoire avec Laurent Gbagbo, regard sur 15 ans de crise en Côte d'Ivoire, c'est pour bientôt. La sortie, retenez ceci, c'est pour le jeudi 4 avril 2013, sortie chez l'Harmattan édition à Paris. Et la dédicace, comme tu l'as dit, c'est le vendredi 5 avril, ici même à Paris, un événement Evenus TV.